Bonsoir à tous, le week-end s'annonce très bien chez vous, j'espère. Et dernier numéro de la semaine, parlant bien sûr du grand rendez-vous, et nous serons en compagnie de 3 invités, un naturaliste, un entrepreneur et un artiste photographe. Retrouvez-les juste derrière la météo. Et nous saluons tous nos téléspectateurs de Tanguita. C'est un des pôles touristiques du Bénin. Je pense que la grande saison va démarrer juste dans quelques mois. C'est à partir de décembre, parlant de la haute saison touristique au Bénin. Alors on revient bien sûr à nos affaires ici sur le grand rendez-vous. Les mangroves sont au cœur de la rubrique Nature et bien-être ce soir. Et je dirais même toute cette semaine, depuis lundi, on en parle. Et sur ces écosystèmes, on a dénoncé bien sûr les menaces qui pèsent sur ces écosystèmes, et nous allons réfléchir aujourd'hui à quel mécanisme donc mettre en place pour leur protection, et ce sera sur la rubrique Nature et bien-être dans un instant. Entrepreneuriat social. Le mot social à côté de entrepreneuriat sème la confusion dans le monde des affaires. Et là, pour les uns, on peut y viser du cash, mais pour les autres, non, pas question. Alors, nous écoutons tout à l'heure l'avis d'un jeune promoteur d'entreprise sur la rubrique Espère. Et le Bénin est riche, vous le savez, de par sa culture, je ne vous informe pas du tout. C'est une richesse qui a besoin d'être davantage promue, une promotion qui pourrait être donc possible et efficace au travers des moyens de la photographie. Valoriser la culture par la photographie, c'est le sujet à débattre tout à l'heure sur la rubrique Autant savoir. Le journal, ce sera à 19h45 exactement avec Estelle Pazou, déjà en place pour les titres. Bonsoir Estelle. Bonsoir Assioum. On se retrouve ce soir. J'aime bien votre robe, mais avant, ce que veulent les téléspectateurs, ce sont les titres du 19h45. Merci Assioum. Au menu de ce soir, un reportage qui rappelle que les nattes traditionnelles existent encore. Et vous allez voir de la matière première jusqu'à la finition, comment les tresseuses les confectionnent. Mâcher du chewing-gum ne procure pas seulement du plaisir, il aiderait également à avoir une bonne santé bucco-dentaire. Et le spécialiste nous donnera quelques conseils en la matière. On va rester dans le domaine de la santé et cette fois, c'est Heureuse Danodé qui nous emmène à la découverte de la télémédecine. Ah oui, du chewing-gum pour les pour dents en forme. Une bonne pour avoir santé des dents en forme. Wow. Bon, le spécialiste nous dira si c'est pour avoir les dents en forme ou simplement une bonne haleine. Une bonne haleine, on verra ça dans un instant. Allez, merci beaucoup à vous. Estelle Pazou, rendez-vous tout à l'heure à 19h45. Mais avant 19h45, on se retrouve dans les écosystèmes des mangroves. C'est Nature et bien-être. On démarre.
Alors, oui, il vient déjà même sur le plateau. Vous devez donc constater cela. Bien assis, installé déjà. Monsieur Patrice Sabot, déjà en place. Bonsoir. Merci de venir déjà sur le plateau, puisque quand c'est l'environnement qui vous appelle, vous n'y résistez pas du tout. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Donc, ensemble, nous allons suivre ce reportage de Marcel Betoro qui nous présente bien sûr ce que c'est que les mangroves qui sont au cœur de l'entretien sur Nature et Bien-être ce soir. Regardez. La mangrove est un écosystème de marais maritimes constitué de végétaux spécifiques. Elle se développe dans les zones des côtes basses des régions tropicales. La mangrove présente des caractéristiques propres à elle. C'est une végétation que j'aime à appeler végétation providentielle des milieux lagunaires, parce que c'est une plante miraculeuse. Vous allez dans le milieu, vous ne trouverez pas d'autres plantes ligneuses, arbres, etc., que les espèces de mangrove. C'est un milieu vaseux, un milieu asphyxique. Nous pouvons dire qu'au Bénin, nous avons 4 types de palétuviers qui constituent la mangrove. Nous avons l'espèce Rhizophora racemosa, qui est l'espèce la plus dominante, l'espèce Avicennia germinans, Conocapus erectus et Lagruncularea racemosa. Au Bénin, on retrouve cet écosystème lagunaire dans plusieurs zones. Ici, nous sommes à Togmendaro, dans le département de l'Atlantique, plus précisément sur le site Ramsar 10-18. Ici, nous avons tout un mélange. Ce n'est pas l'eau libre que nous avons, mais c'est saumâtre. Il y a un peu de sel dedans. Vous voyez? Et ces écosystèmes sont adorés par ces plantes. On est au cœur même du réseau floral, avec ses racines et chasses. C'est difficile de traverser. Donc ça constitue des nids pour les poissons pour se multiplier. C'est le frayeur par excellence, frayeur naturel. Si vous voulez manger des poissons non pollués, c'est ce poisson-là qu'il faut manger d'abord. Et ça permet aussi le filtrage de l'eau. Si par exemple vous avez de l'eau à Togben, vous faites un forêt, vous avez de l'eau, c'est l'eau de cette lagune-là qui devient de l'eau souterraine à Togben. Et s'il n'y avait pas la mangrove, ça veut dire que tout ce qui est déchets continentaux qui arrivent dans la lagune va se retrouver encore dans l'eau que les populations vont conserver. En dehors des ressources forestières et halieutiques qu'elle procure, la mangrove fait partie des écosystèmes les plus productifs en biomasse. Sa dégradation peut constituer une source de menace pour certaines zones côtières. La mangrove ne doit pas être détruite. Si la mangrove s'en va, c'est grave. Et là où la mangrove est partie, il est difficile de la remettre en place. Quand la mangrove s'en va, il y a érosion. Le sédiment vaseux qui doit retenir la mangrove s'en va. Vous entendez qu'ils sont nombreux au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, etc. Pourquoi? Parce que comme la mangrove s'en va et que, les prises halieutiques ne sont plus favorables, eh bien, ils sont enclins à l'exode rural. Et c'est les jeunes qui s'en vont. Au regard de l'importance qu'elle revêt, il est donc nécessaire d'apporter des solutions pour lutter contre la destruction des mangroves au Bénin. C'est un mécanisme à mettre en place pour que les résultats de recherche servent. Il faut d'abord croire en la recherche. Croire que c'est de la recherche que vient le développement. Il faut une coordination entre les institutions en charge de protéger notre environnement, de protéger nos écosystèmes naturels et que l'impunité cesse enfin. Ah oui, il faut que l'impunité cesse. Bonsoir, rebonsoir monsieur Patrice Sabot. On a suivi différentes définitions de la mangrove à travers bien sûr ce reportage, mais la définition du naturaliste que vous êtes des mangroves, c'est quoi? Ils ont déjà dit, c'est une végétation spéciale qu'on ne retrouve que dans ces eaux saumâtres dans la zone côtière. C'est la lagune côtière, là où vous allez voir la proximité entre la lagune et la mer, c'est seulement dans ces milieux que vous pouvez retrouver ces mangroves-là. Ouais. Et comme ils l'ont dit, ce que nous avons rencontré au Bénin, il y a 2 catégories. Vous allez voir les Avicennia et les Rhizophora. C'est ça que vous allez voir le plus souvent. Et vous allez voir que c'est dans ces mangroves que vous trouverez la plupart de nos poissons
qui sont dans ces zones lagunaires. Et lorsqu'on parle de tourisme et principalement de l'écotourisme, c'est un refuge naturel pour les oiseaux migrateurs que les touristes convoitent et viennent voir à la Bouche du Roi, par exemple. Vous allez les retrouver, c'est comme ça. Mais nous avons des habitudes de ne pas bien les gérer, de ne pas les classer dans la végétation qui peut nous aider à juguler les difficultés du changement climatique. Parce qu'il paraît que les mangroves séquestrent 3 fois plus de carbone que la végétation qui est sur la Terre. Wow. Oui, oui, bien sûr, c'est ça. Les mangroves, bien sûr, séquestrent 3 fois plus. Donc, c'est de puissants puits de carbone. Lorsqu'on parle de vente de carbone, nous pouvons répertorier tous ces écosystèmes dans notre patrimoine pour vendre à l'extérieur, pour dire, voici ce que nous avons. Si on va au Niger, on va trouver ça. Donc, les solutions du Niger pour faire face au changement climatique ne peuvent jamais être les mêmes que celles du Bénin parce que nous en avons plus à vendre. Okay. Et je me demande si, dans la stratégie de lutte contre les changements climatiques au Bénin, on a bien inventorié ces écosystèmes-là. Oui, et là, on parlait même... Et en fond, oui, ou bien en lac local, il ne faut pas oublier, les gens l'appellent Oueto. Oueto. Voilà, c'est ça. Oueto. Oueto. Voilà. C'est en fond. Hein. Ils ont oublié de dire ça. Donc c'est dans le milieu Ouida. Et les milieux gains comme ça, on les appelle Oueto. Tout le monde sait ça. Ok. Voilà. Et donc il faut donc protéger ces ouetos-là, en réalité, parlant bien sûr des mangroves. Mais dites-nous, M. Patrice Sagbo, on a suivi tout à l'heure les intervenants évoquer la question de l'impunité qu'il faut donc cesser par rapport aux menaces qui pèsent sur ces écosystèmes-là. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution? Non, non, les gens parlent toujours à l'après. C'est comme, je vais dire ça, c'est comme le forestier ou bien le policier qui doit arrêter l'inflation avant qu'elle ne se produise, mais ils attendent dans un coin, ils te laissent provoquer l'inflation pour que vraiment eux, ils viennent prendre l'argent chez toi. Voilà, c'est l'attitude du forestier de nos policiers avant. Je ne sais pas s'ils ont changé maintenant. Donc on ne doit pas crier après. Il faut prendre des mesures préventives. Donc la solution, ce n'est pas de punir, mais c'est de prévenir, c'est d'empêcher. On punit celui qui a déjà détruit. Si on doit punir celui qui a déjà détruit, on n'a rien fait. Il faut protéger, il faut être dans la prévention, la préservation. Il faut éviter toute action qui doit porter atteinte à la suivi de ces mangroves-là. Okay. Donc nous avons des acteurs qui doivent décider. C'est-à-dire que ceux qui prennent les lois, ils ont déjà pris leurs lois. Ceux qui sont chargés de les appliquer sont là. Et maintenant, il faut voir ceux qui détruisent. Si vous allez à Djegbadji, vous allez trouver 2 catégories de personnes qui détruisent la mangrove. Il y a les femmes qui préparent le sel et les pêcheurs qui coupent les mangroves pour aller faire des acadias dans le lac. C'est ça. Il y a c'est 2 catégories. Il y a les femmes qui utilisent les fagots de mangroves, qui les coupent pour aller cuire la salaison, c'est-à-dire que l'eau qui donne le sel. Et ensuite, il y a les pêcheurs qui les coupent pour aller les implanter dans le lac et la lagune côtière et pour arrêter les poissons. Est-ce que pour ces 2 catégories de personnes, on ne peut pas trouver d'autres systèmes, d'autres outils, d'autres mécanismes pour toujours continuer à mener leurs activités sans détruire les mangroves? Je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs solutions qui ont été trouvées par les communautés locales elles-mêmes et par des ONG qui travaillent sur la bonne gestion de ces ressources-là. On les a amenés à trouver elles-mêmes, à prendre une convention locale qui leur permet de bien gérer la mangrove. On n'a pas dit de ne pas utiliser la mangrove. Si on en a beaucoup, on peut vraiment les utiliser. Mais on ne peut pas aller... Regardez, c'est de l'eau, hein, c'est des bassines d'eau. Et quelle quantité de mangrove on peut couper pour cuire cette eau jusqu'à trouver la solution? C'est énorme. Les gens ont trouvé une solution simple. Utiliser l'énergie solaire avec des bâches pour cuire, sécher le sel. J'ai trouvé des ONG qui ont fait ça. Je ne sais pas si votre Pélagie Soloté est encore là. Paix à son âme, vous avez eu un grand cadreur, un teint clair à l'OTV, à la télévision, mais là-bas, que j'ai oublié son nom. Nous avons été derrière Djegbadji dans un village. Et comme on a vu que les lois ont atteint leurs limites et n'ont plus d'effet sur la conservation de ces ressources, on a voulu utiliser les connaissances endogènes. Et nos fétiches, c'est-à-dire que les traditions de nos cultures.
Et ils ont dit que c'est le Zangweto. Vous avez voulu sacraliser. Voilà. Et ils ont testé tous les vaudous qui sont dans ce village-là. Après la compétition, les populations même ont dit que c'est le Zangweto qui est le plus puissant. Et c'est de lui que les populations ont peur. Et par conséquent, on le choisit pour aller protéger durablement les mangroves. Et la télévision, l'ORTB est arrivée et a fait les démonstrations. C'était extraordinaire. Nous sommes allés déposer la cage de Zangweto là sur la mangrove pour que les gens en aient peur. Et pourtant, nous sommes partis là-bas, c'est nul. C'est dangereux. On ne sait pas ce qui s'est passé. Zangweto n'a pas pu protéger les lois ont échoué. Mangroves. Nos traditions également ont échoué. Il faut travailler sur la mentalité. Qu'est-ce qui doit marcher? Ce qu'il faut faire maintenant, il faut appliquer les lois d'une autre manière. Il faut aller chercher la police régalienne, il faut aller chercher toutes les structures qui peuvent vous contraindre, parce que c'est de ça que le Bénin a besoin. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur, comme le procureur Togbono le fait à Cotonou. Il faut trouver des gens de cette manière-là pour aller le faire. Et je pense qu'il y a 2 ans, nous nous sommes engagés sur cette voie et vous allez sur le pont de Djegbaji aujourd'hui, là, regardez bien, à droite et à gauche, il n'y a plus d'Akaya, c'est terminé. On te voit dessus, on te prend, il n'y a pas pardon pour toi. C'est ça. Et il faut aussi remercier Casa del Papa qui fait un travail intéressant et il a découragé toutes les activités de destruction de mangroves qui sont autour de son entreprise. Ça, il faut saluer ça. Ça, on appelle ça la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Et ça, il faut l'encourager pour ça. Voilà, donc il y a plusieurs mécanismes, on peut donc trouver des solutions pour ceux qui les détruisent et maintenant essayer de former aussi la police républicaine. Exactement, à ces activités, parce que comme vous le constatez, l'environnement est toujours demeuré et jusqu'à présent le parent pauvre de toutes les préoccupations. Lorsqu'on parle élection aujourd'hui, là, tout le peuple se dresse. Mais si on dit environnement, tout le monde est mort, ça ne marche pas. Donc on ne sait pas pourquoi. Il faut travailler sur la mentalité pour dire sans un environnement sain, la vie est difficile. Et les mangroves jouent un rôle important dans la préservation de nos écosystèmes. Est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas aussi informés de l'importance de ces écosystèmes qu'ils les détruisent? Oui, ça c'est la faute de nos autorités. C'est ça, c'est lorsque vous allez au Sénégal par exemple, là, et on dit allons... Il y a un endroit là, j'ai un endroit touristique au Sénégal. L'île de Gorée? L'île de Gorée. Je suis déjà allé là-bas 4 fois. Il n'y a rien là-bas. Il a fallu que le président Ouad ait mis l'île de Gorée sur Internet, sur Orbit, pour que tout le monde croit qu'il y a quelque chose là-bas. Il y a un seul homme qui parle là-bas. Et on ne va voir que le parolier. C'est lui qu'on va parler, on va voir là-bas. Si le président Talon dit aujourd'hui que la mangrove, c'est une utilité, ça doit nous rapporter ceci, il commence à dire ça, je crois que tout le monde va prendre conscience de ça. Nos autorités ne s'occupent pas de ces sujets, sinon très peu de ces sujets. Lorsqu'il parle de tourisme, on va à Ouida, mais la culture, le vaudou est saisonnier. C'est le 10 janvier qu'on va voir ça. Mais on peut aller tout le temps à Ouida et voir autre chose à tout moment, dont les mangroves. Ils sont reposants, relaxent. Si vous êtes sur la pirogue, en train de circuler sur la lagune côtière, dans la mangrove, vous oubliez tous vos problèmes et vous revenez transformés. Le samedi dernier, ceux qui ont été avec nous ont compris que on doit les entretenir. C'est un paradis touristique. C'est comme ça. Merci beaucoup à vous, M. Patrice Sagbo, d'être venu sur ce plateau. Merci, nous entretenir sur les mangroves. On comprend tout simplement que ce sont des ressources à protéger. Exactement. Et c'est très important et que les autorités également prennent leur et qu'on applique les lois. Strictement. Si on te trouve en train de couper, il n'y a rien à faire. Il faut aller regarder la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Directement, il faut déférer ça. En même temps. En même temps. Merci à vous, M. Patrice Sagbo. Très bon week-end à vous. À vous aussi. On va continuer, cette fois-ci, parlant d'entrepreneuriat. Oui, vous savez que protéger, bien sûr, les mangroves, c'est... Bon, je ne sais pas si ça fait partie d'entreprises sociales. Je ne sais pas. Peut-être il viendra nous le dire dans un instant. Gilles Kounou, c'est l'expert du jour. Entrepreneuriat social. Je disais, le mot social à côté de entrepreneuriat crée de la confusion. Ça sème vraiment de la confusion dans le monde des affaires pour les uns,
On peut y viser du cash quand on parle d'entrepreneuriat social, mais pour les autres, pas question. On se demande, mais il faut prendre quel côté vraiment de ce mot, entrepreneuriat ou social. On se demande ce qu'il faut. Aujourd'hui, nous allons écouter l'avis de Gilles Kounou, il est entrepreneur. Bonsoir Gilles. Bonjour Asiom. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau nous parler d'entrepreneuriat social. J'ai vu vos posts sur les réseaux sociaux concernant vraiment l'entrepreneuriat social. Et c'est surtout pour cette raison que j'ai voulu vous faire venir sur ce plateau. Vous avez accepté, merci. Mais comment vous définissez l'entrepreneuriat social? C'est quoi? Merci Asiom pour l'invitation. Et je suis très content de pouvoir aborder ce sujet avec toi et les téléspectateurs aujourd'hui. Effectivement, l'expression entrepreneuriat social peut être parfois très ambiguë parce que pour une fois, nous retrouvons côte à côte deux mots qui peuvent être antinomiques, notamment le mot entrepreneuriat qui désigne une activité dont la finalité est la recherche du profit, et le mot social qui désigne un certain nombre d'activités qui vont avoir une utilité sociale avec une dimension soit sociale ou sociétale. Et donc effectivement le fait de pouvoir associer ces deux mots-là peut quelques questions de compréhension, mais globalement on va retenir que l'entrepreneuriat social, c'est une façon d'entreprendre assez jeune qui place l'efficacité économique au service de l'intérêt général. L'efficacité économique au service de l'intérêt général. Oui. Cela veut dire que, oui, en réalité, l'entrepreneur social ne fait pas forcément du profit une fin, mais un moyen pour assurer la pérennité d'une organisation qu'il met au service de la réalisation ou du solutionnement de problèmes sociaux. De problèmes sociaux. Alors, si je comprends bien, l'entreprise sociale est basée sur des problèmes auxquels elle va trouver des solutions. Si on retient qu'en général, l'entreprise a pour but de trouver des solutions aux problèmes de ses clients, mais l'entrepreneuriat social tout particulièrement a pour objectif de trouver des solutions à des problèmes sociaux. Et ces problèmes sociaux peuvent se matérialiser de différentes façons dans différents secteurs, notamment dans la santé, l'éducation, l'environnement, l'insertion professionnelle de personnes qui sont exclues de la société. Et quand on regarde ces différentes activités, par exemple, globalement, ce ne sont pas des activités qui peuvent sembler lucratives à première vue. Ah, d'accord. Mais peut-on y viser du cash ou pas? Et c'est bien tout l'intérêt de cette forme innovante d'entrepreneuriat, parce que quand on regarde différents domaines, c'est des domaines qui peuvent soit sembler régaliens et pour lesquels les modèles associatifs traditionnels peinent aujourd'hui à apporter des solutions pérennes. Okay. Le problème, c'est la pérennité. Et donc, le problème de la pérennité appelle le problème du financement. Et quand on dit entrepreneuriat social, l'objectif reste de toute façon de faire du profit. Ce profit peut... Oui. De faire du profit? Oui, l'objectif doit être de faire du profit. Ce profit est mis à la disposition, on va dire, au service de la pérennité de l'entreprise pour continuer à apporter plus de solutions à plus de personnes dans ces différents domaines que nous avons cités tout à l'heure. Celui qui crée une telle entreprise, il gagne quoi en réalité à être entrepreneur social? L'entrepreneuriat social, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, effectivement, quand vous demandez il gagne quoi, c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse du profit. Parce qu'il faut bien qu'il vive. En France, par exemple, les revenus des entrepreneurs, des chefs d'entreprise sont plafonnés. Ça permet d'exprimer vraiment le fait que c'est une entreprise sociale. Le fait n'est pas de faire de l'argent pour faire de l'argent, mais nous faisons de l'argent pour leurs salariés, pour continuer par les financer et pour financer le développement de l'activité pour avoir un plus grand impact sociétal. Mais ça n'occulte pas la question de faire du profit. Par exemple, quand vous prenez les États-Unis, où la conception de l'entrepreneuriat social peut être un peu différente
différentes de celles qu'on va rencontrer en Occident. La question du profit reste une question centrale dans l'entrepreneuriat social. Vous devez faire du profit. Et pour aller un peu plus loin, les entreprises sociales, par exemple, quand vous vous définissez comme un entrepreneur social, vous ne pouvez pas prétendre à avoir des subventions ou à profiter de bénévolat. Je sais pas. Parce que ça reste une entreprise. Oui, c'est une entreprise. Vous ne pouvez pas prétendre, même si vous vous définissez comme entrepreneur social, vous ne pouvez pas prétendre à avoir des subventions ou à bénéficier du bénévolat. Dans un pays comme les États-Unis, il y a 2 statuts. Benefit Corporation, qui est l'un d'entre eux, qui permet de définir précisément des règles pour les entrepreneurs sociaux. Et il se peut même que vous soyez attaqué si vous ne faites pas de la maximisation du profit. Un de vos objectifs en tant qu'entrepreneur social, vos associés peuvent vous attaquer. Et toute la différence qu'il y a entre une entreprise sociale, par exemple, et une association, qui a aussi une visée qui recherche aussi un impact sociétal ou social, mais qui est une association à but non lucratif. Donc, qui peut tourner essentiellement sur du don, sur de la subvention, sur de l'appel à projet. Alors que l'une des caractéristiques clés de l'entreprise sociale, c'est que par rapport à une association, elle doit avoir un modèle économique. Donc, elle doit trouver un moyen de générer de l'argent, pour ses salariés, pour elle-même, pour développer l'activité, mais elle doit avoir un moyen et donc une stratégie à long terme, un modèle pour créer de l'argent. Alors, à vous suivre, bon, j'ai envie de résumer ce que je comprends exactement. Je ne sais pas si les téléspectateurs vont peut-être faire la même remarque que moi. C'est-à-dire une entreprise sociale, il produit du bénéfice, il produit du cash. Bien sûr. Il produit du cash. Maintenant, à côté, le cash ne va pas totalement dans la poche de son promoteur. C'est-à-dire, il met maintenant une partie, sinon, en tout cas, ce qui constitue le bénéfice, après avoir donc payé les salaires lui-même, après s'être payé son salaire, tout le reste, ce qui reste, on met ça maintenant à la disposition encore de l'entreprise pour que l'entreprise puisse continuer à rendre le service pour laquelle elle a été créée. C'est ça? Bien sûr. Le profit est un moyen et non une fin en soi. OK. Et donc ce moyen va servir justement à amplifier l'impact social de l'entreprise. Quand je prends des entreprises comme Juraterie, par exemple, qui ont des modèles économiques pour recycler des ordures, ou il y en a même une en Côte d'Ivoire qui paye des personnes pour enlever leurs ordures. Ça peut sembler quelque chose de tout à fait fou, puisqu'on pense que le secteur du recyclage d'ordures n'est pas économiquement rentable, mais ces entreprises qui ont un modèle économique et elles répondent à une question sociétale qui est d'assainir l'environnement. Quand vous prenez par exemple le plus grand entrepreneur social qui est connu, c'est M. Younous, qui a vraiment développé le concept de la microfinance. Ce n'est pas du don de la microfinance, c'est apporter du financement à des populations qui sont exclues du circuit du prêt bancaire classique. Mais cela n'empêche pas que la banque qu'il a créée fait du profit, même si le profit est moindre, mais avec l'obsession de servir beaucoup plus de personnes à travers le monde. Donc, et ce modèle a d'ailleurs été répliqué dans nos pays. Si on doit citer des exemples d'entreprises sociales, on peut citer donc les microfinances. Oui, les entreprises de microfinance, en tout cas si elles sont calquées sur le modèle que promet M. Younous, sont des entreprises sociales parce qu'elles permettent de sortir de l'exclusion financière des populations qui n'avaient pas accès à un compte en banque, qui n'avaient pas accès aux prêts bancaires, mais elles doivent continuer à faire du profit, en tout cas un profit relativement plafonné, où leur intérêt, c'est de sortir beaucoup plus de personnes de cette exclusion financière. Donc si elles font des dons de cet argent, à un moment donné, elles seront obligées de donner des subventions pour pouvoir faire ces dons. Et donc, la priorité, c'est de trouver un modèle qui permet de faire des dons, de récupérer l'argent et de financer de nouvelles personnes pour amplifier cet impact sociétal. Oui, donc les entreprises de microfinance sont des entreprises sociales et c'est d'ailleurs le plus grand entrepreneur social au monde aujourd'hui sur notre planète, c'est cette entreprise
de microfinance. microfinance. Mais on retrouve la même chose dans plein de secteurs. Est-ce qu'on a des entreprises sociales ici au Bénin, à part les institutions de microfinance? Je n'en fais pas un listing, mais je note qu'il y a dans la santé, par exemple, ou dans l'éducation, des personnes et des entreprises qui ont la volonté, qui ont l'envie et qui mettent en place des projets pour répondre aux besoins sociaux de certaines catégories socio-professionnelles. Après, la vraie question qui reste dans notre environnement est toujours celui de trouver un modèle économique qui permet d'apporter un flux constant de revenus pour développer l'impact sociétal que votre entreprise a la vocation d'avoir. Et ça, c'est quelque chose qui reste peut-être à prouver dans nos environnements. Dans nos environnements. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde des affaires au Bénin a des cadres, en fait? Est-ce qu'il y a un cadre pour l'entrepreneuriat social au Bénin? Déjà, au niveau mondial, c'est quelque chose qui est assez jeune. Donc, le mouvement de l'entrepreneuriat social vient des États-Unis, c'est les années 90. Ah, wow. Dans un pays comme la France, par exemple, il y a eu une structuration dans les années 2000 et des mouvements qui se sont développés, une grosse participation de ce mode d'entrepreneuriat à l'économie. Mais le cadrage juridique, l'accompagnement de l'État est assez récent. Je pense que ça doit durer de maximum une dizaine d'années. Dans nos pays, ce n'est même pas une question. Oui, dans nos pays, ce n'est même pas une question à laquelle on s'intéresse pour l'instant. C'est un terme qui peut être très à la mode. Mais si une entreprise a une vocation sociale, par exemple, il devrait avoir un cadre juridique ou législatif qui lui permet de bénéficier peut-être de conditions fiscales plus souples, un meilleur accès au marché. Quand vous prenez par exemple un pays comme les États-Unis aujourd'hui, les entreprises sociales sont pratiquement taxées de la même façon que les entreprises commerciales classiques, alors qu'en France, ça ne va plus être le cas parce qu'il y a une loi de cadrage général qui soit est déjà votée, soit est en préparation. Quel type de cadrage marcherait au Bénin? Je n'ai pas la science infuse pour en parler. Je pense que ça mérite de regarder. Je pense que ça mérite de regarder vraiment quelles sont les entreprises qui existent, leur impact ou l'impact qu'elles ont la vocation d'avoir, quels sont les freins qu'elles ont dans la recherche de cet impact et de pouvoir faire un travail sur mesure pour pouvoir les accompagner. Mais il faut savoir que c'est un secteur qui, comme le secteur des associations, souffre du manque de financement parce que vous n'êtes pas toujours capable de démontrer à l'investisseur potentiel qu'il va gagner énormément de cash avec l'activité que vous allez mettre en place. Et donc, il y a une catégorie d'investisseurs qu'on appelle des impact investisseurs qui vont se concentrer pour financer ces choses-là parce qu'elles, justement, c'est tout leur intérêt. Et c'est peut-être aussi ces personnes qu'il faut accompagner et inciter vivement à financer l'entrepreneuriat social. Parce que ça reste quand même dans les pays qui ont donné de l'espace et de la place des chiffres assez intéressants. C'est 15% de l'emploi privé, par exemple, en France. Wow. C'est 12% ou 11% de l'emploi en général. C'est entre 2 ou 3 milliards de chiffres d'affaires en euros chaque année. Donc la contribution à l'économie est très sensible. Et il y a aussi qu'il faut regarder que les populations ont une meilleure appréciation des entrepreneurs sociaux que des entreprises classiques dont le profit est l'ultime, est la finalité. Et donc ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant de regarder dans le cadre du développement des PME. Merci beaucoup à vous, Gilles Kounou, pour ces explications. Je pense que c'est bien compris à mon niveau et j'espère que c'est le même, hein, c'est pareil pour vous, chers téléspectateurs. Merci en tout cas pour ces explications et j'espère qu'on vous reverra sur ce plateau très prochainement pour continuer toujours à parler d'entrepreneuriat. Merci Assiom, c'est un plaisir. Et oui, ce sera un plaisir de revenir. Allez, merci à vous. Vous restez avec nous le temps qu'on annonce ou qu'on ouvre le plateau de Horizon Culture. Le Bénin, riche de par sa culture, c'est une richesse qu'il faut donc promouvoir et davantage. On propose de faire donc cette promotion de notre culture
par les moyens de la photographie. Nous allons, avant bien sûr l'entretien, suivre cet élément réalisé par Rodrigue Babagbeto qui nous présente la photographie qui ouvre, bon je vais dire, qui lève un coin de voile sur le nu. Regardez. Décor dans les tenues d'Ève et d'Adam. La nudité se révèle dans les contrastes et les contre-jours. La lumière se pose pour laisser planer une dose de mystère dans le noir. C'est le nu. Le nu est un genre photographique. Tout comme on peut trouver la photo de sport qui est un autre genre. Tout comme on peut trouver les portraitrices. Le nu consiste à photographier des corps humains sans habits. La dite jeune génération de photographes, il y en a beaucoup qui font du nu. Hein? En Afrique ou au Bénin, il y en a beaucoup qui font du nu. Même si pour le moment, ils ne sautent vraiment pas le pas et de montrer ce qu'ils font. Près d'une demi-douzaine d'artistes pratiqueraient le nu au Bénin. Dans cet univers où côtoient nu masculin et nu féminin, la règle d'or est confiance et complicité totale entre modèles et artistes. Je rencontre toujours les modèles avant, donc je ne commence pas une séance photo de nu comme ça. Voilà, je la rencontre avant, j'explique, je montre mon travail, j'explique ce que je fais, j'explique comment je travaille, j'explique comment se préparer aussi. Il y a des petites règles à respecter par rapport simplement à la préparation du corps. Donc je donne tous ces conseils et je m'assure qu'effectivement le modèle est tout à fait d'accord avec ce qui est prévu et on prévoit un petit peu ce qu'on va faire. J'ai mis par exemple 6 ans à photographier, à convaincre une fille de poser pour moi. Elle a fini par poser, mais ça fait 6 ans. Le défi d'une séance du nu est unique. On regarde, on apprivoise et on se révèle. Surtout, on reste loin de l'indécence. Ici au Bénin, les gens confondent le nu artistique et la pornographie, j'ai souvent entendu ça. Ça n'a absolument rien à voir. Je pense qu'en regardant les photos que vous avez vues, vous faites quand même la différence entre du nu artistique et de la pornographie. Il y a vraiment, en tout cas dans mon travail, une limite qui fait par exemple qu'on ne voit jamais les parties intimes et que c'est esthétiquement joli. Donc il y a un travail de l'éclairage, de la lumière qui est fait derrière. C'est pas simplement photographier quelqu'un qui est nu comme ça. Ça fait, comme je vous le dis, plus de 20 ans que je fais ce sujet-là. Je ne crois pas qu'en photographiant les courbes et les rondeurs, je suis déjà allé à dépasser ce qu'on peut appeler dans notre pays cette ligne rouge-là, qui pourrait croire que je suis dans de la pornographie. J'ai pris l'habitude de dire, à la différence du gynéco, justement, moi je ne touche pas. Gynécologie de la photographie étant tenté de dire, le nu se veut aujourd'hui un moyen de repossession du corps africain, une approche qui, bien que peu connue des Béninois, semble représenter une équation à plusieurs inconnus. Oui, là, c'est la promotion du corps africain, comme l'a dit Rodrigue Babagbeto à travers donc, cet élément témoin en plateau. On reçoit Samuel Samba, il est artiste photographe. Bonsoir Samuel. Bonsoir Monsieur Assioum. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. En tant qu'artiste photographe, vous, quelle est votre spécialité? Parce qu'on a suivi tout à l'heure le spécialiste du nu. Lui, il est photographe, sa spécialité c'est le nu. Chez vous, c'est de valoriser la culture, c'est ça? Oui, chez moi, c'est de valoriser la culture parce que la culture parle beaucoup. Ça veut beaucoup dire, ça permet le développement d'un pays, du Bénin par exemple. Alors donc, je donne beaucoup d'attrait, beaucoup d'importance à la valorisation de la culture et de mon pays. Alors, c'est ça. Mais moi,
J'ai un attrait spécifique plus du côté de la mode. Voilà, je fais la photographie, certes, je signe Étoile B. Et je m'impressionne beaucoup sur la mode parce que la mode a très beaucoup de style vestimentaire, ça montre l'élégance et tout. Quoi. Alors, comment arrivez-vous donc à valoriser la culture à travers donc, votre photographie? Vous avez dit que vous êtes beaucoup plus attiré par la mode africaine. Quelles sont les spécificités que vous relevez dans votre photographie, dans votre art? Ok. Alors, les spécificités que je remets en valeur dans mon art, surtout, d'abord, il faut comprendre de manière générale que la photographie, c'est beaucoup plus expressif. Ouais, donc, une image doit véhiculer véritablement un message vraiment pertinent. Donc, moi, je prends par exemple des images de la mode. Oui. Et ensuite, par exemple, imagine que le mannequin se met en bomba, par exemple. Très bien. Voilà. Il essaie de faire des pas. Donc là, il ne suffit pas simplement de prendre des images juste parce qu'il est en train de faire des pas, mais de prendre des images où il prend des poses qui sont vraiment importantes et qui attirent le public ou qui est émouvant et le public est vraiment intéressé à regarder. Oui, vous avez dit qu'il faut que la photographie soit expressive. Voilà. Alors, pour quelqu'un qui se met en bomba et qui est peut-être en train de défiler, un mannequin qui est en train de défiler et que vous voulez prendre la photo pour quelqu'un qui est en bomba, quelles sont souvent les expressions que vous mettez en exergue? Est-ce que c'est l'expression de son visage ou bien sa façon de marcher, sa démarche et tout le reste, ou bien ses mouvements et tout sur le podium? Qu'est-ce que vous cherchez à faire exprimer? Voilà. Ok. D'abord, si quelqu'un est un mannequin, d'abord il a une forme. Ouais. Et s'il prend un bomba, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de développement technique où les stylistes créent tellement de styles. Vous allez voir des bombas que vraiment vous allez aimer. C'est vraiment décoré, c'est vraiment artistique que vraiment vous aurez envie de porter, quoi. Donc en fait, et lorsque je prends une photo, d'abord la forme du mannequin, il parle. Très bien. D'abord, l'habit qu'il porte, il est déjà posé dedans. Ouais. Il fait des pas, mais c'est pas que, en fait, tous les pas qu'il fait, il sera joli avec ça. Mais il y a des pas qu'il fait, ça va attirer, oui. Et on prend des images où il est posé, où il est bien posé dans le tenue. Voyez. On le prend en plan rapproché, voyez, ou en plan américain ou plan italien, juste. Pour montrer un peu sa forme, son physique, et la position, le regard, l'émotion qu'il donne, et voilà un peu. Et ça permet aussi de dire oui, vraiment, et valoriser le teint, parce qu'après, quand nous prenons des images, nous travaillons là-dessus. Okay. Nous travaillons sur le teint, la peau, et puis nous donnons, soit ça donne un résultat de sa peau naturelle, sa peau naturelle, ou le contraire, nous sortons en fait une image de lui qui peut correspondre à les couleurs que le pain qu'il a porté, il sort. Alors si je comprends bien, même après la prise de vue, vous pouvez maintenant en laboratoire donner une autre expression, sinon ce que vous voulez faire exprimer, vous arrivez à travailler la photo à la hauteur de ce que vous voulez faire sortir comme langage, comme code, c'est ça? Voilà. En fait, il y a quelque chose. Tu peux prendre une image parce que c'est vrai, c'est pas toutes les images qu'il faut travailler et autres. Ouais. Nous prenons des images, mais quand tu prends l'image, tu regardes, tu analyses, tu vois, tu peux dire, oui, l'image là, ça exprime, mais comment est son teint, ouais? Est-ce que ça rime avec la tenue? Est-ce que si je peux, c'est la question de créativité en fait, c'est une question de créativité. Est-ce que je ramène un peu la couleur de sa teint un peu plus, ouais? Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, on essaie de mettre, mais quand on le met et ça donne, alors oui,
on peut l'exposer. Vous pouvez exposer. Voilà, mais si ça ne donne pas, il n'y a pas question toujours d'exposer photo parce que d'abord, pour prendre une vue, il faut respecter la technique, respecter les normes et prendre une vue réelle, normale. Déjà, quand on regarde ta photo, déjà c'est net, c'est clair, c'est la mise au point au top et on voit tout ce qu'il faut, quoi. Et on sait que bon, c'est joli. Mais après, parce qu'on dit que l'homme est un éternel insatisfait. Donc, à chaque fois, vous essayerez donc d'améliorer votre art. On verra tout à l'heure ce qui vous motive en réalité vous motive à aller photographier, à aller prendre des vues, des mannequins. Pourquoi vous êtes allé à la mode spécifiquement en parlant bien sûr de votre art de photographie. On reviendra à tout ça dans un instant. Pour le moment, Estelle Pazou nous attend dans la rédaction de 4. Il est l'heure du journal, 19h45, sur le grand rendez-vous. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. On les croyait révolus, mais les nattes traditionnelles sont toujours d'actualité. Au Bénin, il y a encore des femmes qui savent comment s'approvisionner en matières premières et qui font de la confection des nattes leur principale activité. Mâcher du chewing-gum aurait du bon, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il faut tout simplement miser sur la qualité et surtout ne pas en abuser. Et puis la télémédecine, un outil désormais indispensable dans la médecine de pointe. Même à distance, le médecin peut consulter son patient et lui prescrire un traitement. La natte traditionnelle est fabriquée localement. Dans nos sociétés, elle revêt un caractère culturel et cultuel. En dehors d'en avoir une vague idée, on peut se poser des questions sur la matière première, les outils ou même le processus de fabrication de la natte traditionnelle. Ce reportage que vous allez suivre vous donne beaucoup plus de détails. C'est une réalisation de Bernadette Soglounou et de Lazare Migan, présentée par Marcel Arrossi. Les nattes traditionnelles, encore appelées Zan en fond, Ani en Yoruba et Tengere en Dindi, sont utilisées dans nos maisons et dans certains lieux de culte pour plusieurs usages. Pour fabriquer la machine, nous prenons le bois, le clou et le fil. Le jonc et le colorant sont les autres matières. Les premiers fils sont au nombre de 4. Les 2 autres sont disposés de chaque côté. Ensuite, nous prenons chaque fil pour l'attacher au jonc suivant l'ordre. Les derniers fils sont rattachés et tournés de manière à serrer notre natte de bas vers le haut, ainsi de suite. Dans un lot de jonc, on peut trouver 12 à 14 grandes nattes et de 16 à 18 pour les moyennes. Les bas-fonds sont des principales sources d'approvisionnement où l'on trouve la matière première pour confectionner une natte. Les prix varient de 600 à 1500 francs CFA selon leur variété et leur coloration qui ne laisse personne indifférente. Ce sont les hommes qui rentrent dedans et arrachent ça et vont sécher ça très bien. Très bien. La femme ne rentre pas, on a bien quoi mais tu mets sur le feu pour colorer. Tu chauffes l'eau, ça doit bouillir. Les 2 coquins, ça va jusqu'à ce milieu-là, à ce moment-là, il n'y aura plus de microbes. Il y a le pied, il y a la queque. Voilà le pied, voilà la queque. Tu dois lier ça correctement. Non, ça va rester là et te sécher d'abord. Lier coco, et non bien blouchia. Très bien, voilà, comment on a des paix. Dans mon petit, comment on a des paix. Maintenant tu amènes, on a quelques colis par colis, on a l'habitude de vendre colis par colis. C'est au bout d'une longue peine de travail qu'elles parviennent à satisfaire leurs clients. En travaillant, on a du mal à se lever pour chercher quelque chose à mettre sous la dent et c'est ce qui fait qu'on maigrit.
Ce travail donne les maux de hanche et on a souvent mal aux yeux. Mais malgré les difficultés rencontrées pour fabriquer des nattes, cette activité leur permet, vaille que vaille, d'engranger des bénéfices. Nous pensons peut-être que le chewing-gum, à l'instar des autres sucreries, ne peut qu'endommager les dents. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, il en existe qui sont bons pour leur santé et leur hygiène. Il faut tout simplement savoir choisir. Bernadette Soglomou, Roland Chidim. Mâcher du chewing-gum est un acte banal. On le fait le plus généralement pour s'occuper ou encore pour rafraîchir son haleine. Très souvent, après son séjour dans la bouche, il se retrouve collé au mur, sous les tables ou par maladresse sous les chaussures. Nombreuses sont les raisons pour lesquelles il est consommé. Il y a des moments où je m'énerve, mais quand j'ai remarqué que quand je commence pas à prendre du chewing-gum, souvent je m'énerve plus trop comme ça, quoi. Le chewing-gum, ça détend, ça empêche le sommeil. Je prends ça aussi pour ne pas dormir. Moi, je prends le chewing-gum lorsque j'ai la nausée. En fonction de la consistance de la gomme, on peut en tirer des bienfaits. Un chewing-gum qui a la gomme à mâcher assez consistant, ça va faire travailler les muscles qui sont autour de la bouche, hein, des muscles mandicateurs, masticateurs, et qui les renforcent et les donnent de force et ils deviennent plus toniques. Et quand vous continuez à mâcher avec une gomme aussi dure, ça fatigue et les muscles et l'articulation temporomandibulaire. Faut-il néanmoins penser que mâcher du chewing-gum après le repas équivaut au brossage des dents? Si vous pouvez, à midi après avoir mangé, mâcher du chewing-gum pendant 20 minutes, c'est bon pour la santé bucco-dentaire. 20 minutes avec un chewing-gum fluoré, donc un chewing-gum qui contient du fluor, et vous mâchez pendant 20 minutes, c'est largement suffisant. Ça vous permet d'avoir quelque chose qui ressemble à du brossage parce que cette façon de mâcher du chewing-gum là, ça désorganise la plaque bactérienne qui est sur les dents et ça va favoriser la santé bucco-dentaire et ça nettoie un peu, mais ça ne remplace pas le brossage. En dépit de ses bienfaits, en abuser peut entraîner des effets néfastes, surtout quand il contient du sucre. Si vous avez des chewing-gums qui contiennent du sucre, et si vous les utilisez, vous allez au contraire faire de la carie. Quand vous ne mangez pas de chewing-gum à longueur de journée, il n'y a pas de risque. Parce que si vous mangez du chewing-gum à longueur de journée, non seulement vous usez vos dents, vous avalez la salive tout le temps avec de l'air. Et ça, vous allez faire de l'aérophagie, vous aurez le ventre gonflé, vous aurez de l'air dans le ventre. Et après avoir fini de consommer, vous allez rôter pour faire sortir le gaz que vous avez accumulé en avalant de la salive chaque fois. Le chewing-gum, il est important d'en prendre en quantité et en qualité requise. Associer le numérique dans le domaine de la santé devient presque une nécessité au nombre des procédures adoptées. La télémédecine, elle joue un rôle très important en ce qui concerne les prestations à distance et les échanges d'informations entre le patient et son médecin. Plus de précisions dans ce reportage que vous propose Heureuse d'annoncer. Des services et applications émergent et tendent à devenir indispensables dans le domaine de la santé. La télémédecine est l'une de ces pratiques médicales dont le but est d'améliorer l'accessibilité aux soins grâce aux technologies de l'information et de la communication. La télémédecine, c'est, disons, une forme de médecine qui consiste à utiliser les moyens de communication tels que le VSAT, tels que la fibre optique, ou encore l'ADSL pour pouvoir pratiquer de la médecine à distance. On dira que la télémédecine, c'est la pratique de la médecine à l'aide des outils de communication. L'avènement de la télémédecine au Bénin va permettre de réduire le déficit créé par l'insuffisance des professionnels de santé, surtout les spécialistes dans le secteur public. Au CNHU, il y a un seul spécialiste, je vous l'ai dit, en hématologie, un spécialiste de rang magistral en hémato. Alors, lorsque ce spécialiste est en difficulté
devant un diagnostic qu'il va poser. Que fait-il? Il ne peut pas échanger au niveau national puisqu'il est, disons, le seul dans sa spécialité. Le fait de pouvoir échanger avec d'autres experts à distance, à l'aide de ces outils de communication, est, à notre avis, une valeur ajoutée d'une importance capitale. La télémédecine peut permettre, disons, un désenclavement intellectuel et permettre que des soins soient accessibles à certains malades dans leur localité, même si les spécialistes ne sont pas disponibles dans ces localités. La pratique de la télémédecine au Bénin pourrait également soulager le budget national du coût élevé des évacuations sanitaires à l'extérieur du pays. Pour exemple, la télémédecine appliquée aux patients va permettre de réaliser 2,6 milliards d'euros d'économies par an d'ici l'horizon 2020 en France, selon l'Organisation mondiale de la santé. Sur la base du temps gagné, du nombre de vies sauvées, et ainsi de suite, sans parler d'argent, vous pouvez imaginer ce que ça apporte. L'utilisation des technologies électroniques, informatiques et de communication dans les domaines de la santé au Bénin ne présenterait que des avantages. Plus de confort pour les patients, plus d'informations disponibles pour les médecins et d'énormes retombées sur le plan économique. Hors du Bénin, à présent, l'emploi salarié du secteur moderne au Sénégal a connu un léger repli de 0,1% au mois de juin 2018, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques DPEE. Cette régression est due à la baisse des effectifs du secteur tertiaire, notamment dans le commerce. La DPEE souligne par ailleurs que le secteur secondaire a globalement créé 0,8% d'emplois supplémentaires, particulièrement dans l'industrie. En Égypte, l'exécutif a supprimé la taxe de 3 000 livres, soit plus de 90 000 francs CFA, depuis avril 2017 à chaque tonne de sucre exporté. L'annonce a été faite par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Cette mesure avait été prise par le gouvernement pour limiter les sorties de la denrée afin d'assurer un approvisionnement domestique suffisant. D'après un communiqué, la suppression de cette barrière commerciale devrait permettre d'exporter le surplus de sucre disponible actuellement dans le pays. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite d'un programme sur BB24, la chaîne. Merci à vous Estelle Pazou et passez un très bon week-end. On va se retrouver déjà... On se retrouve mercredi dans le monde agricole. Ah oui, mercredi dans le monde agricole. Merci beaucoup déjà pour cette promesse. Donc soyez là, chers téléspectateurs. Avant donc de partir, on va continuer bien sûr notre entretien en plateau avec Samuel Samba, avec qui nous parlons photographie et surtout comment est-ce qu'on peut, à l'aide bien sûr de la photographie, valoriser la culture. Alors, je voulais déjà vous demander, mais qu'est-ce qui vous motive, Samuel, à aller à la photographie? Quelles sont vos motivations? Oui, la photographie, parce que d'abord, il faut comprendre que ça permet observer en une fraction des images, ouais. Et ces images, des instants que nous vivons ensemble avec nos amis, nos familles, à la maison, les moments de distraction, la fête, les ambiances et tout. Ces moments ne reviendront plus intacts, exactement comme nous le vivons. Alors que déjà avec la photographie, tu peux sauvegarder ces souvenirs-là. Ces souvenirs-là. Ok, je vois. Et comment est-ce qu'elle valorise la culture? Comment peut-on l'utiliser pour valoriser la culture? Oui, la photographie peut nous aider à valoriser la culture africaine. D'abord parce que, déjà, la photographie nous permet de faire un storyboard. Ouais. La photographie peut nous permettre de décrire, de définir. C'est-à-dire, c'est la technique qui consiste à écrire avec la lumière. Ouais, à écrire sans l'action de la main. Vous êtes journaliste, vous avez l'habitude de prendre votre bic, votre stylo pour écrire.
Mais nous, déjà avec la lumière, nous pouvons déjà beaucoup dire. Des fois, je vois des reportages ou bien des petits commentaires sur des journalistes qui partagent sur les réseaux sociaux. Ils ne sont rien que des diaporamas, des photos qui défilent. Et ça parle, ça communique, ça dit, ça veut beaucoup dire. Donc si nous voulons valoriser vraiment la culture africaine, par exemple, si nous rentrons dans la tradition, parler de vaudou, par exemple, la fête de vaudou, alors parler un peu de panégyrique, chercher à apprendre étape par étape comment ça se passe. Alors, vous souhaitez par exemple qu'au niveau par exemple des rituels, pour conserver toutes ces pratiques-là, oui. Aujourd'hui, on peut donc aller prendre des images de tout ça oui. Et dans un langage, dans une exposition, peut-être exposer cela et montrer au monde comment est-ce que ça se passe, ces rituels-là, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Prendre le processus, d'abord aller vers les spécialistes du domaine. Et par exemple, la fête de vaudou, par exemple, demander alors quels sont les rituels, comment ça se fait, étape par étape, prendre des vues, des images, mettre dans leur position, décrire à telle étape, l'image là explique ce que cela veut dire. À telle étape, l'image explique. Et déjà, lorsque nous exposons ces images sur nos pages, ouais, sur Instagram, sur Facebook, YouTube. D'abord, chaque artiste inscrit à ses réseaux, voilà, et d'autres photos qui sont à vendre. Ouais. Les Blancs, quand ils voient ça, ils disent ah bon, ils sont intéressés à comprendre de quoi il s'agit vraiment. Voilà. Il y a donc ça peut les amener peut-être à faire du tourisme au Bénin. Ils peuvent voir juste sur la base d'une photo, dire mais j'aimerais aller voir ça maintenant. Voilà. De façon réelle. J'aimerais vivre ça, sentir vraiment. Et ça, c'est la photographie qui aurait suscité cela, voilà, bien sûr, attirer l'attention en cette touriste-là. Oui. Merci beaucoup à vous, Samuel Samba, d'être venu sur ce plateau nous parler de votre activité, de votre art. Il s'agit bien sûr de la photographie axée sur la mode et surtout la mode. La mode inspirée de nos manières de s'habiller ici au Bénin. Merci à vous. Oui, si vous me permettez bien. Pratiquement juste 20 secondes. Oui. Ok, d'accord. Si vous me permettez bien, j'aimerais dire à tous ceux qui suivent l'émission et de me suivre sur ma page Facebook, Étoile B Official Pictures. Voilà, et ils verront. Voilà, ils verront tes œuvres en réalité. Allez, merci beaucoup à vous. Allez, le grand rendez-vous va continuer. Cette fois-ci, sur la toile, c'est l'heure de l'Actu Web. Simone Gbagbo rentre enfin à la maison. Elle retrouve son domicile après l'amnistie d'Alassane Ouattara annoncée le 7 août 2018 qui a bénéficié à près de 800 concitoyens. Presse, parents, amis et sympathisants étaient tous au rendez-vous. Des moments forts qui ont marqué le retour de celle qu'on appelle Amazone du pays des éléphants après 7 ans de vie derrière les barreaux. Avant même son départ de la prison, Simone Gbagbo avait fait une déclaration face à la presse et aux militants du FPI, Front Populaire Ivoirien. Elle affirme, je cite, « Je ne vais pas parler aujourd'hui, je vais me contenter de vous dire merci. » Fin de citation. Et ce sont les mêmes mots de remerciement que laisse entendre le frère de Guillaume Soro, l'homme qu'on appelle Soul to Soul. À la suite de l'ordonnance d'amnistie prise par le chef d'État ivoirien, Soul to Soul retrouve également sa liberté et rentre chez lui. Ici aussi, famille, amis et parents attendaient leur fils. Les images en disent mieux. Un déjeuner a même été donné en l'honneur de l'heureux du jour. Autre information dans cette actualité web, 3 étudiants achètent un vieux canapé et ce qu'ils ont trouvé a changé leur vie pour toujours. Le site nous informe que le canapé était vieux mais précieux. Cette histoire se passe à New York entre 3 jeunes étudiants nommés
Ruiz, Kali et Lara qui vivaient ensemble dans un petit appartement. Après plusieurs jours de recherche sans suite, ils ont décidé de se rendre dans un lieu de vente d'articles d'occasion et ils ont réussi à trouver un vieux canapé de 20 $. Un jour, alors qu'ils regardaient tous la télé, l'un d'entre eux eut l'impression d'être assis sur un paquet. Poussant sa curiosité, il découvre une enveloppe de 700 $ en billets de 20. Leur curiosité attisée, les trois amis se mettent à fouiller le canapé. En fin de compte, ils avaient entre les mains une somme de 40 000 $. Qui pouvait l'imaginer, 40 000 $ d'un vieux canapé de 20 $. Et pour finir cette actualité web, parlons de ces objets qui ont été pris pour une bombe à l'aéroport de Berlin. Le site d'information DHB nous apprend que lors du passage à la douane, les membres du personnel de l'aéroport ont eu des doutes quant au contenant d'une certaine valise. Ne prenant aucun risque, ils ont décidé de faire appel au service de déminage de l'aéroport. En ouvrant le dit bagage, ils ont fait une découverte bien étonnante. Elle était remplie de sextoys en tout genre. Peu après la fausse Arlette, le terminal a été réouvert. Fin de cette actualité web. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous. Allez, merci Marcel pour l'actu web. Tout au long de cette semaine, pratiquement, on est resté ensemble sur la toile. Merci beaucoup à vous. On va se retrouver certainement la semaine prochaine. Mais avant, un dernier coup d'œil sur le tableau météo. Et là, voilà, donc, le temps sera chez vous demain samedi à 7 h. Vous l'avez suivi à travers donc, la météo. Passez un très bon week-end, toujours en compagnie des programmes de BB24. On va se retrouver lundi à 19h00 pour ouvrir un nouveau package de 5 grands rendez-vous. Portez-vous bien. À lundi.